Bonjour, moi c'est Vincent Flibustier, le fondateur de Nordpress. Bon, ça va bien, on va voir s'il y en a d'autres ou comment ça va évoluer. Ils vont en appel, donc on est reparti pour quelques années à mon avis, mais voilà, ça va. L'idée à la base, Nordpress a été créé un soir à 2 heures du matin avec probablement 2 grammes d'alcool dans le sang où j'ai un peu pesté une fois de plus contre Sudpress et où je me suis dit que je voulais finalement leur prendre un petit peu de leur public, de leur part de marché en allant encore plus loin dans la crétinerie et les trucs bas de plafond. Donc c'est sûr qu'au départ, Nordpress, c'était beaucoup de partous de vieux à Charleroi et de bébés à la friteuse et de trucs très très cons et très très faits divers débiles. Et après, c'est devenu un peu plus satire. Mais à la base, c'était vraiment du gros fait divers débile surtout, dans l'idée de se foutre un petit peu de Sudpress et d'aller encore plus bas dans le truc inintéressant et le fait divers qui, moi, je trouve, ça n'a pas sa place dans la presse, et en tout cas pas dans la presse subsidiée. En Angleterre, il y a The Sun. The Sun ne reçoit pas d'argent public pour faire des trucs aussi bas de plafond. Chez nous, on subsidie une certaine presse qui, à part des dépêches belga, tout le reste que fait une certaine presse de contenu exclusif, c'est des trucs bas de plafond, c'est des accidentés de la route, c'est des trucs crapuleux. Je trouve que le droit à l'information, là derrière, moi, m'intéresse pas en tout cas. Je trouve que tous les enfants morts, tous les crimes, tous les machins horribles, tous les accidents de bagnole, si j'étais pas au courant, ça changerait rien à ma vie. Bah oui, c'est un truc qui m'a étonné moi-même. Quand j'ai lancé Nordpress, effectivement, au départ, ça rapportait un peu de sous et ça payait des bières aux copains le week-end. Et très rapidement, on m'a dit, dans 15 jours, les gens auront compris, ça marchera plus. Puis 3 mois plus tard, on me disait pareil, non, ça marchera plus. Puis 2 ans plus tard, pareil. Et c'est vrai qu'autant il y a une certaine part des gens qui a compris, il y a une certaine part des gens qui, avec tout ce dont on a parlé autour des chasses aux fake news, etc., commencent à comprendre. Mais à la fois, les gens se font toujours avoir. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant que finalement les gens remarquent, tiens, c'est Nordpress, c'est faux. Moi, ça m'ennuie que les gens pensent ça comme ça. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est je compare les sources, je vérifie les infos. C'est pas parce que c'est sur Nordpress que c'est faux, et c'est pas parce que c'est dans un autre journal que c'est vrai. Ce qui est important, c'est de vérifier les sources et de comparer. Et maintenant, j'ai l'impression que on n'encourage pas du tout les gens à ça, notamment parce qu'on est dans une crise des médias, qu'il y a une guerre jusqu'au dernier, ce Highlander, de quel média arrivera à survivre à cette crise. Et je crois que du coup, on n'encourage pas les gens, les médias n'ont pas intérêt à encourager les gens à lire plusieurs médias différents, à avoir un certain pluralisme. Et ça me pose problème, parce que moi, c'est un discours que j'entends très souvent et que je vois très souvent dans les commentaires des gens qui se font avoir par mes articles, et quelqu'un vient leur répondre, ben non, Janine, c'est Nordpress, donc c'est faux. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est vérifie, bordel. C'est pas compliqué. En 2 secondes, tu vas sur Google, tu vérifies est-ce que quelqu'un d'autre en parle, et c'est très vite, c'est très facile de voir que l'information est pas traitée de la même manière. Et je pense que là-dessus, moi, je vais pas mal dans les écoles et je travaille beaucoup là maintenant, d'une manière un peu plus sérieuse à l'éducation aux médias. Je trouve qu'on est nulle part et c'est gravissime, quoi. Voir des commentaires hyper premier degré sur des trucs ridicules et de voir à quel point on est nulle part et à quel point des gens qui, comme ça, qui ont une certaine pauvreté intellectuelle, s'ils sont capables de se faire avoir par ça parce qu'ils savent pas aller chercher 2 secondes sur Google une info, euh, on peut leur faire gober n'importe quoi quand ils votent, on peut leur faire gober n'importe quoi pour acheter des conneries dont ils n'ont pas besoin ou leur faire acheter des produits dangereux pour eux. Et c'est effrayant. C'est des gens qui, à la fois, ça me fait marrer et je m'en moque. Et à la fois, c'est des gens qui sont dans une misère intellectuelle et qui sont vulnérables. Et c'est horrible. Et je crois que malheureusement, ça a arrangé beaucoup de monde et ça arrange encore beaucoup de monde de laisser les gens dans un abrutissement complet, quoi. Et moi, ça me met en colère, clairement. Et je pense que malheureusement, c'est tout un système qui s'arrange très bien avec la bêtise des gens. Non, non, je pense qu'on me pose souvent la question dans les écoles, est-ce qu'il y a des journaux euh, auxquels vous trouvez certains mérites et qui seraient, qu'est-ce que vous lisez comme presse, ce genre de choses. Moi, je trouve que ce qu'on peut encore trouver de mieux d'une certaine manière en grands journaux officiels, c'est au niveau de la RTBF qui, je trouve, fait encore un bon boulot, même si c'est critiquable à beaucoup de niveaux, et que là aussi, il y a pas mal de dérives.
Du reste, je trouve que notre presse, surtout la presse majoritaire, surtout Sud Presse par exemple, qui est quand même les leaders en presse francophone, c'est d'un niveau qu'on ne trouve même pas en France, quoi. On est à un niveau qui est absolument minable et on n'a pas, je trouve, on n'a pas d'équivalent du Monde en Belgique. Le Soir et la Libre ont complètement sombré. Et d'ailleurs, même dans leur chiffre de vente, hein, le Soir, ça se vend à 40 000 exemplaires, je crois, maintenant. Il faut essayer d'imaginer combien est-ce qu'il y a d'abonnements qui sont pris par les institutions, les écoles, machin. Je sais pas combien de personnes achètent encore ce journal vraiment. Et c'est grave. Mais je crois que le problème, parce qu'on subsidie la presse, on subsidie plusieurs journaux qui finalement font à peu près tous le même boulot. Je crois qu'on a trop de journaux en Belgique, c'est le cas en France aussi, mais on n'a plus aujourd'hui avec Internet, les gens ne s'informent plus de la même manière. On n'a plus besoin d'avoir autant de journaux. Je trouve qu'on devrait, et c'est ce qui va sûrement arriver, en laisser crever quelques-uns pour peut-être mieux subsidier d'autres, pour faire vraiment de l'info. Mais aujourd'hui, subsidier 6-7 journaux différents pour des millions qui font le même boulot, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, il y a trop de journalistes, je pense, et surtout trop de journalistes qui font la même chose. Donc clairement, il n'y a pas de boulot. On le voit quand il y a des scandales politiques, des scandales financiers, personne n'enquête, il n'y a rien du tout. C'est un ami qui me disait ça, le journaliste d'investigation en Belgique, que ça existait 20 minutes dans les années 80 par des mecs qu'on pouvait compter sur les doigts d'une main, quoi. C'est dingue, en fait. C'est vraiment dingue, alors qu'en plus, dans certaines écoles secondaires, supérieures où je suis allé, en études de journalisme, on voit que les gars, ils ont les étoiles dans les yeux, ils veulent devenir des Élise Lucet, des David Leloup, enfin, ils veulent devenir des vrais journalistes qui font du boulot. Et puis après, ouais, quand on a une femme et des gosses à nourrir, on se retrouve à prendre des photos de cadavres pour Sud Presse, quoi. C'est malheureux. Mais je crois que malheureusement, c'est pas la faute des journalistes. Et j'ai beaucoup d'ennemis dans le monde des journalistes qui me détestent pour la plupart. C'est pas eux le problème, c'est le système dans lequel ils bossent. Et auquel, malheureusement, on est un peu tous coupables. On peut pas non plus leur enlever la responsabilité. Ça fait un peu point Godwin, mais au procès de Nuremberg, on a quand même condamné des nazis qui ont fait que suivre les ordres. Et je pense qu'on devrait arrêter de suivre uniquement les ordres. Et malheureusement, je pense que tant que la corporation, et là c'est même Benoît Grévis, hein, qui est prof à l'UCL de journalisme, qui le disait, c'est pas la corporation qui sauvera le journalisme. Il faudrait arrêter de la même manière qu'en politique, ou quand on a un gros scandale, notamment au PS avec Publifin, etc., ou le SAMU social, on a le PS qui va se recroqueviller sur lui-même en disant attention, on n'est pas tous pourris, machin, pas faire d'amalgame. Mais à la fois, en fait, ils protègent les pommes pourries de leur panier plutôt que les éjecter. Et dans le monde du journalisme, c'est pareil. On peut pas défendre devant le public, devant les gens, le fait que il faut avoir confiance dans les grands médias et qu'il faut arrêter d'être complotiste et qu'il faut arrêter de croire aux fake news, et à la fois protéger un groupe comme Sud Presse qui viole la dignité humaine constamment, fait pas de l'information et prend de l'argent public pour faire n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait sortir par le haut plutôt qu'essayer simplement de se protéger et de dire il n'y a pas de problème, tout va bien, quoi. Donc je pense que malheureusement, aujourd'hui, moi, j'ai même envie de me barrer de ce pays parfois en me disant on est un petit pays minable, en fait. Et on n'est même pas un pays, on est une communauté française de quelques millions d'habitants, on représente rien et on fait pas du bon boulot, quoi. Si tous les moyens qui étaient mis dans la récupération de photos d'accidents de la route et de détails scabreux sur des meurtres et machin étaient mis dans un peu d'investigation sur les scandales politiques, ou les vrais problèmes de notre société, je crois que ça évoluerait un petit peu autrement. Bah oui, mais là, je crois que je suis sûrement trop idéaliste, mais à la fois je me dis qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, pas oublier qu'ils le sont, mais à la fois, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de cons un petit peu plus tard, et je pense que effectivement, il y a une certaine presse populaire qui essaye de se défendre, de donner à son public ce qu'elle veut, et qu'il faut de la presse populaire, et qu'il y a des gens qui sont moins intelligents, et moins instruits, et moins critiques, et que c'est ce qu'ils ont envie de lire. Mais je trouve que c'est justement le rôle de la presse, et d'autant plus quand elle est subsidiée par les pouvoirs publics, de tirer les gens vers le haut, de ne pas les laisser là-dedans, de ne pas laisser les gens dans une telle misère intellectuelle, parce qu'on n'a jamais eu autant de capacités et de possibilités de rendre les gens instruits et intelligents. Et pourtant, j'ai l'impression que on ne tire pas assez les gens vers le haut, et on les tire bien trop souvent vers le bas, dans leur bas instinct. Et je pense, et ça c'est aussi un autre problème de la crise de la presse,
c'est que je pense que les journaux n'ont pas envie de perdre des lecteurs, donc n'ont pas envie d'aller à l'encontre de leur public, n'ont pas envie de leur dire écoutez les gars, ça suffit de vouloir tomber dans le voyeurisme, de vouloir voir des photos de cadavres. Non, on n'a pas envie de bosser comme ça. Et ça me fait penser à quand il y a eu un attentat récemment, enfin, je ne sais plus lequel c'était. À la fois, il y a beaucoup de gens qui dénoncent le voyeurisme et le fait que l'information arrive en 3 secondes et qu'on la vérifie pas et que c'est bam 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 sur le fil tout le temps. Et à la fois, je voyais sur Twitter, je crois que c'était après une voiture qui avait renversé des passants à Londres, un truc comme ça. Et je voyais sur Twitter plein de gens, c'était au milieu de la nuit, et plein de gens qui interpellaient BFM TV en disant «Eh les gars, vous passez des rediffs de commentaires de foot, machin, il y a un attentat qui vient de se passer à Londres, bordel, qu'est-ce qui se passe à la rédaction, il y a personne pendant la nuit, il y a un truc qui vient de se passer à Londres». Et en fait, les gens interpellaient cette chaîne de TV qui déjà pourtant... Enfin, et déjà souvent on des pâquerettes en leur disant « Eh les gars, il y a un attentat qui s'est passé il y a 10 minutes, faut se mettre en édition spéciale, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous en parlez pas ?» Et je me dis c'est dingue quoi. On a mis dans la tête des gens, et je crois que c'est naturellement les gens ont envie de ça, de savoir tout de suite, mais on a encouragé ça, on a encouragé ces éditions spéciales qu'on a vues à chaque attentat récemment, qui durent 8 heures, on n'a pas du tout d'infos, et à la fois les gens regardent et ont envie d'être dans ce voyeurisme direct, et je pense qu'on devrait ramener les gens vers moins d'actualité, mais plus d'information. Et malheureusement, c'est pas ce que notre société encourage avec Internet, mais je pense que, moi j'essaie de le défendre, de dire que s'il y a un attentat, un truc qui se passe, finalement, on peut s'en sortir grandi de couper son PC, de pas regarder et d'attendre une semaine pour relire l'info. Finalement, elle aura une semaine, elle sera un petit peu plus ancienne, mais au moins on sera sûr d'avoir toutes les infos correctes. Et, et un petit peu plus construite, parce que de toute façon, à moins qu'on ait un proche en danger dans un attentat ou qu'on soit en danger nous-mêmes, on n'a aucun intérêt à savoir exactement le profil du tueur, sa tête, de voir les photos, de savoir combien il y a de morts. On s'en fout finalement. Tant qu'on est en sécurité, nous directement, si on peut le lire 3 jours plus tard, c'est bien aussi, quoi. Moi, je le fais à ma manière en allant dans les écoles, en essayant de créer des projets de formation, d'éducation aux médias. Après, je ne suis pas journaliste. Enfin, après, mon avocat le disait lors du procès face à Sud Presse, journaliste, ce n'est plus un métier, c'est une fonction que tout le monde peut exercer. Je pense que c'est le cas. Même si justement les journalistes s'en défendent, en disant oui mais non, enfin, il y a 2 études et quand même une déontologie et machin, ouais, vu comment ils la respectent, je trouve que certains quêtes de 15 ans sur Twitter avec leur téléphone sont plus journalistes que certains journalistes qui ont fait 5 ans d'études ici. Moi, je suis pas journaliste et j'ai pas envie de faire ce travail-là. Après, il y a des choses qui bougent un petit peu apparemment dans ce secteur-là, un truc que je peux soutenir, auquel je peux participer, je le ferai avec plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise dans la presse là-dedans, c'est que tous les abonnements premium marchent pas, chez nous en tout cas. Les chiffres sont vraiment minables, parce qu'effectivement, les gens, à la fois, ont cette impression que de toute façon, les journaux ne font que publier des dépêches belga et que ça n'a aucun intérêt de payer pour de l'info. À la fois, parfois c'est vrai, et à la fois, en fait, très souvent, ils sont même pas au courant qu'il y a des articles très construits, des trucs qui ont pris du temps, qui sont intéressants, instructifs, et que pour ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent d'avoir un journaliste qui a passé 5 heures sur un truc, 8 heures sur un truc. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense que, ou alors ça va être l'apocalypse, mais je pense qu'on va y arriver de la même manière qu'il y a 5 ans, ou un peu plus, tout le monde piratait les films et de la musique, et tout le monde disait, j'ai plein d'amis autour de moi qui disaient jamais je paierai pour un abonnement, un truc. Et aujourd'hui, plein de gens payent du Netflix, des Spotify, machin. Et je pense que c'est le genre de formule qui va finir par fonctionner pour la presse aussi. Et je crois qu'à ce niveau-là, les gens vont finir par comprendre. Je pense que, mais c'est du rôle des journaux, des journalistes et des éditeurs de presse de le pousser, de le travailler. Mais je pense que c'est important. Je ne sais pas comment faire exactement, parce que j'ai l'impression, et ça je le vois beaucoup dans les écoles, que finalement les gens n'ont pas conscience, les gens s'en foutent beaucoup de l'actualité et de l'info en fait. Les gens s'en fichent un petit peu du monde qui est autour d'eux, parce qu'il n'y a pas assez de citoyenneté, je pense, de cours de citoyenneté, autre chose comme ça, qui leur fait réaliser que c'est votre monde, les gars. Les choses qui se passent autour de vous, c'est votre vie, c'est que ça va avoir une influence sur vos votes, sur votre manière de penser, et que finalement, pour les gens, les choses qui se passent autour d'eux, parfois, n'ont peu d'importance, alors que c'est essentiel. Mais donc je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais donc voilà, moi je vais essayer de pousser ça aussi un petit peu, parce que c'est vrai que je pense qu'on doit tous pouvoir transformer une certaine colère en quelque chose d'un peu positif, parce que sinon ça fait que détruire tout, quoi.
pour moi, le mauvais goût n'est pas grave. Et moi, je me sens irréprochable. Et je pense que vraiment, on peut faire des blagues sur les enfants morts, sur les juifs, sur la Shoah, sur les musulmans, sur tout ce qu'on veut. Même si ça plaît pas, tant pis, oui, c'est de mauvais goût. Et alors? C'est pas grave, le mauvais goût. Ce qui est grave, c'est d'être haineux, c'est d'être méchant. Il y a aussi une autre phrase qu'on détourne là-dessus et qu'on détourne tout le temps, qui est la phrase de Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et ça a été, il l'a dit 2 fois, et les 2 fois, il a bien insisté dessus. Il voulait pas dire on peut rire de tout, mais il y a certaines personnes à qui il vaut mieux pas rire de tel sujet. Ce qu'il disait après, c'est genre, je préfère rire de la Shoah avec un rabbin que d'une blague 40 bars avec Klaus Barbie, un truc comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'est, ça dépend avec qui vous en riez. Et moi, je pense qu'il y a de ça, et que c'est essentiel. C'est que si je peux faire une blague islamophobe, raciste, tout ce que vous voulez, avec un groupe d'amis, qui ne le sont pas, et que voilà, c'est pour rire, et c'est dégueulasse, oui c'est dégueulasse, mais c'est pour rire. Par contre, faire la même blague avec un groupe de gens de chez Nation du Parti Populaire qui vont rire au premier degré, là l'intention est pas la même. Je crois qu'il y a une question d'intention. Et qu'aujourd'hui, on est tellement dans un monde de dénonciation, de chaque tweet qui fait polémique, qui machin, qu'on se pose plus du tout la question, et qu'on pousse les gens à se censurer. Alors que je pense que c'est essentiel de pouvoir dire des trucs dégueulasses, de pouvoir faire des unes de Charlie Hebdo qui sont dégueulasses, même si on considère que c'est dégueulasse et que ça ne me plaît pas et que je trouve que c'est débile, bah oui c'est débile et alors ils ont le droit de le dire. Et c'est vrai que sur Nordpresse, souvent je repense et on en parle souvent, Michel Martin qui serait enceinte et voudrait appeler ses jumelles dont elle est enceinte, Julie et Mélissa. C'est un truc que j'ai même pas écrit moi-même, je trouvais même pas ça hilarant, mais j'aime bien me dire c'est vraiment dégueulasse comme truc et je peux le publier. On est en démocratie, j'ai le droit de publier ce truc. Et c'est vrai que j'ai tendance, d'une manière parfois un peu débile, à bien aimer retourner la table comme ça, à avoir plein de beaux verres sur une table, une belle pyramide, et taper dedans pour voir ce qui se passe. Ça, c'est vrai que ça me plaît vachement bien. Mais je pense que c'est essentiel de pouvoir faire une blague là-dessus et je pense que là, de la même manière, hein, je me défendais face à une prof dans une école récemment là-dessus. Elle me dit mais c'est dégueulasse de balancer des trucs pareils. Je dis bon oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas plus dégueulasse d'avoir des éditions spéciales qui, 20 ans après, vont aller creuser les pires détails et nous remontrer des images et aller faire du beurre sur la souffrance de famille? Pour moi, ça c'est dégueulasse. Moi, je fais une blague un peu nulle. Voilà, vous ne la regardez pas, tant mieux. Oui, si, sûrement, oui, un petit peu, mais à la fois, ça me rendrait malheureux, effectivement, de faire pleurer les parents de Julie et Mélissa qui tomberaient sur le truc. Maintenant, euh, je crois que si j'étais dans un cas comme ça, je ne suivrais pas Nordpresse parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça pourrait me tomber dessus. Et là-dessus, j'ai un exemple qui est assez parlant. Un jour, il y avait un article sur je sais même plus ce qu'était la blague ou le truc, mais globalement c'était sur la leucémie, un truc comme ça. Et il y a un gars qui m'écrit en me disant c'est dégueulasse ce que vous avez écrit, ce que vous avez fait, j'ai perdu ma femme d'une leucémie à 2 ans, vous venez de me faire pleurer toutes les larmes de mon corps et c'est ignoble ce que vous avez écrit. Et je parlais pas de sa femme à lui, hein, c'était juste un truc sur la leucémie, un truc un peu con, je sais plus ce que c'était. Et, et je lui ai répondu oui, enfin je suis vraiment désolé, monsieur, je suis vraiment désolé de vous avoir fait du mal. Mais malheureusement, je ne virerai pas cet article comme vous me le demandez. Je le virerai pas parce que chaque personne, chaque sujet, on peut trouver des gens qui vont être choqués d'un truc. Et malheureusement, je suis vraiment désolé de vous avoir fait du mal, mais je vais pas virer l'article parce que si je le vire pour vous, je le vire pour ci, je le vire pour là, et alors on peut plus rien dire et on peut plus, et je dois tout censurer. Et donc, je suis vraiment désolé. Ne suivez plus ma page parce que ça peut réarriver d'avoir un truc qui va vous blesser. Essayez de ne pas suivre des trucs qui potentiellement vont vous blesser, mais je peux pas virer un article juste parce que ça vous a blessé, sinon je dois virer tous les trucs. Et je ne pense pas, moi, même si certaines personnes essayent de le défendre, qu'on peut faire de l'humour inclusif et qui ne blesse personne. On blesse toujours des gens et je pense que bien souvent, on n'a pas envie de voir les gens qu'on blesse. Et même des gens qui essayent de faire de l'humour le plus inclusif et le plus lisse possible, des émissions genre de Yann Barthès quotidien, etc. Quand on se fout de la gueule de gens de la Manif pour tous ou de gens d'extrême droite, etc., ça les blesse aussi. Hein. Même s'ils les détestent, et que moi aussi c'est des positions que je déteste, ça les blesse aussi. Hein. L'humour se fait toujours un peu aux dépens de quelqu'un d'autre. Sinon, il n'y a pas... sinon, mais on est dans l'absurde total, le surréalisme. Mais sinon, l'humour est toujours dirigé contre quelqu'un ou contre une institution, contre un pays ou contre quelque chose.